La chaîne nationale. 9 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre la corruption. À Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce lundi la conférence internationale placée sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs » organisée par l'inspection générale de finances IGF. Guilain Kabalundi, bienvenue Kabamba et Mika Lusala. Toya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa bazero mibale. Et comme boni 9 milliards. Obstacle majeur à la croissance économique, à la bonne gouvernance et aux libertés fondamentales, la corruption porte atteinte au bien-être des individus, des familles et des communautés. Ce 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées FIG, ont organisé à Kinshasa une conférence commémorative de lutte contre la corruption. Très attaché à cette lutte, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé l'événement de sa présence. Lui qui, depuis son avènement au pouvoir, a entrepris de nombreuses actions pour faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Après un moment d'échange avec une délégation des pays membres des institutions de contrôle assimilées d'Afrique, conduite par l'inspecteur général de l'IGF, le chef de l'État a fait son entrée dans le salon Congo de l'hôtel Pullman. Des allocutions ont ponctué l'événement. Tour à tour, l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, et le secrétaire exécutif du Forum international des inspecteurs généraux d'État, Hassan Issa, ont pris la parole pour expliquer les biens fondés de cette conférence et présenter leurs institutions de lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, le tableau est jusqu'ici sombre. La corruption bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités, a fait remarquer le président de la République dans son discours d'ouverture de ses assises. Pour Félix Tshisekedi, il s'agit d'un combat permanent et il ne faut jamais baisser la garde. Je réitère mon appel, poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions, ne baissez jamais la garde. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile, les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. À travers le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs », les jeunes se disent prêts à relever le défi. La jeunesse est maintenant éveillée et la jeunesse est prête à relever ces défis. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette question de la corruption est une question vraiment épineuse qui touche vraiment le centre même de nous les jeunes, le cœur même de nous les jeunes. Ces travaux ouverts à Kinshasa visent à promouvoir le partage d'expériences en matière de détection et de prévention de la corruption. L'IGF, il faut le dire, occupe actuellement la vice-présidence du FIG, Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées, et c'est pour cela que la RDC accueille cette activité. Comment faire des entreprises publiques un levier puissant de la croissance et du développement de la République démocratique du Congo? Les États généraux des entreprises du portefeuille de l'État qui se sont ouverts ce lundi s'y penchent, présidés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux de 5 jours vont sans nul doute rendre plus performantes les entreprises et vont accroître efficacement leur contribution au budget de l'État. Regardez. Du 9 au 14 décembre, les entreprises du portefeuille ont toutes délocalisé leurs bureaux pour le centre financier. Endroit choisi pour abriter les travaux des États généraux des entreprises du portefeuille. On séjour de l'ouverture des 10 travaux sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi, la salle polyvalente du centre financier de Kinshasa a accueilli des milliers de personnes pour réfléchir sur des résolutions audacieuses à prendre pour de réformes courageuses au sein des entreprises du portefeuille. Selon le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, ces assises
ont pour objectif d'examiner les voies et moyens pour améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises publiques dans le but de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays. L'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent en tant que catalyseurs de la prospérité. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, présent à cette cérémonie, a indiqué que ces rassemblements n'est rien d'autre qu'une opportunité historique pour redéfinir le rôle de l'avenir des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de la RDC. Nous avons devant nous une opportunité unique. Transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Je déclare ouverts les états généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Durant 4 jours de travaux en atelier, 6 sous-thèmes seront développés en panel partant du thème général « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ». Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu mercredi 11 décembre 2024 devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. La rédaction a subuté déjà sur les sujets qui pourraient être abordés dans son discours sur l'état de la nation, le premier de son second mandat. On fait le point avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Honorables députés nationaux et sénateurs, c'est un discours très attendu sur l'état de la nation, le premier pour le second quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la Constitution, à son article 77, le président de la République prononce une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation. Les garants de la nation ne manquera à cette occasion, comme lors de ses précédents discours, de revenir probablement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sous état de siège depuis 3 ans, mais aussi sur l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. En cette fin d'année 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va sans doute aborder la situation socio-économique du pays, caractérisée par la perte du pouvoir d'achat de la population, la conclusion du premier programme avec les FMI et la validation d'un accord préliminaire pour 2 nouveaux programmes soutenus respectivement par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité, représentant un total de 2,87 milliards de dollars américains. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi ne manquera pas d'aborder la question relative au changement ou à la révision de la Constitution. Le président de la République avait promis de mettre en place, dès l'année prochaine, une commission multidisciplinaire censée réfléchir
sur la rédaction d'une nouvelle constitution, mais la date n'est pas encore connue jusque-là et cette tribune pourrait lui servir de cadre pour fixer l'opinion sur la date précise. Le discours du président de la République interviendra donc à 4 jours seulement de la clôture de la session budgétaire. Et nous venons de l'apprendre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi dans son bureau de travail de l'Union africaine le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'actualité. Les images dans ce journal. Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a pris la parole il y a quelques heures. Les massacres de Luofu, hier dimanche, et Kishiché, bien avant, ont été rappelés aux membres du Conseil. Edith Chala. Dont votre Conseil est saisi, fait état d'une situation sécuritaire extrêmement préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les rapports d'experts mandatés par ce Conseil ont confirmé les violations flagrantes de notre souveraineté. En effet, plus de 4000 membres des forces de défense rwandaises, présents illégalement sur notre territoire, mènent des offensives avec le soutien du M23. Ces actes constituent une agression planifiée et préméditée en violation manifeste de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et des principes fondamentaux du droit international. Les conséquences sont accablantes. Le massacre de Kishiché, le 29 novembre 2022, incarne les atrocités perpétrées avec des exécutions sommaires et des viols infligés à des civils. Le bombardement du camp de déplacés internes de Mugunga, causant la mort d'au moins 35 civils en mai 2024, majoritairement des femmes et des enfants, et hier encore, dimanche 8 décembre, le bombardement de l'école Bungeni à Luofu, dans le territoire de Lubero. Ces violences ont conduit à des déplacements massifs. Près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique. L'écrivain franco-camerounais Charles Onana et son éditeur Damien Seriex sont reconnus coupables de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. Le verdict a été rendu ce lundi par la 17e chambre de tribunal correctionnel de Paris à cause d'une vingtaine de passages de son ouvrage paru en 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Charles Onana écope d'une amende de 8 400 € et Damien des éditions de Toucan est condamné à une amende de 5 000 €. La défense de Charles Onana a immédiatement annoncé qu'il ferait appel à cette condamnation. Joël Makela, notre envoyé spécial, nous en parle. Charles Onana, condamné ce lundi 9 décembre 2024 pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris à cause des passages jugés controversés de son livre intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent ». Le livre sur l'opération turquoise ne porte pas sur le génocide des Tutsis. Il pose sur l'action qui a été menée par la force multinationale à partir du territoire congolais. Et il a été démontré dans ce livre que, contrairement à ce qu'ont dit toutes les organisations internationales en disant que le Congo était victime d'un dégât collatéral, j'ai dit non, c'est faux, archi faux. Le Congo, la préparation de l'invasion du Congo a commencé en 1994 et c'est pour l'avoir dit et pour avoir découvert tous les documents qui attestent de cela, eh bien, qu'on cherche à me condamner, eh bien, pour que les gens ne comprennent pas en Afrique ce qui se passe, que les gens ne comprennent pas au Congo ce qui se passe. Eh bien, je réitère, dans cette histoire, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de rationnel. Donc, je tiens simplement à dire aux Congolais, ne vous inquiétez pas, la bataille ne fait que commencer. On va se pourvoir en appel. Les juges d'appel vont travailler sur le fond du dossier, sur l'ensemble du dossier. Nous espérons qu'ils vont être quand même beaucoup plus sérieux et profond dans l'analyse du travail et qu'ils ne vont pas refaire ce que j'ai entendu lors de l'audience que les parties civiles disaient qu'elles travaillaient pour le ministère public. Donc dans cette histoire-ci, vous avez des parties civiles qui travaillent pour le ministère public, enfin, et le ministère public qui s'en remet au juge, mais enfin,
il n'y a rien, je vous dis, de cohérent, de précis et de sérieux dans ce qui est en train de se passer. C'est un véritable coup de massue qui est tombé sur les membres de la communauté congolaise de Paris, présents dans la salle, quand la juge présidente rend en 10 minutes le verdict. Mais l'écrivain franco-camerounais ne se sent pas pour autant abattu. Alerté par ce qui était perçu comme étant des rumeurs dans les réseaux sociaux, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, est allé se rendre compte de la remise en liberté d'un détenu accusé de meurtre au parquet de grande instance de Kelamo. Yvette Makoutima. Les faits sont d'une extrême gravité. Les prévenus accusés de meurtre seraient remis en liberté sans aucune autre forme de procès. Nous sommes au parquet de grande instance de Kelamo et le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, saisi par la nouvelle, est arrivé sur place et annonce une enquête pour établir les responsabilités. Je viens de compulser le dossier administratif. Il y a des faits qui méritent d'être approfondis, d'être vérifiés. Aussi, j'ai instruit que l'ouverture du dossier, d'une part disciplinaire et d'autre part judiciaire, pénal, soit entamée. J'ai responsabilisé le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de se mettre à la tâche. Je voudrais rappeler ici que je réponds en cela au mot d'ordre du chef de l'État, qui dit que le temps des avertissements est carrément révolu. Nous verrons au terme de ces enquêtes, sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal, quelles en seront les conclusions que nous rendrons aussi publiques pour rencontrer tout ce qui a été dit sur les réseaux, dans leur véracité ou dans leur fausseté ou exagération. Et c'est selon. Le moment était indiqué également pour les patrons de l'action publique de faire un tour dans les cachots dans ces parquets où des présumés criminels croupissent par manque de maisons d'arrêt. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a reçu une délégation de l'Institut national de l'audiovisuel. Elle était composée de Paul Lopech et Christian Gomis, des services des archives. Gaëtan Magalano. Comment s'organise la gestion des archives audiovisuelles congolaises? La question a conduit une délégation de l'Institut national de l'audiovisuel INA France auprès du ministre RD congolais en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Nous avons été mandatés par le ministère de la Communication et des Médias, par Monsieur le ministre, via l'intermédiaire de l'ambassade de France, pour venir faire un audit, un état des lieux des archives nationales ici à Kinshasa, auprès de la RTNC et de l'INACO. Et qu'est-ce qu'on peut valoriser en fait au niveau des archives congolaises. Pour sa part, Christian Gomis, responsable du service archives physiques et spécialiste dans la conservation des archives, a expliqué les étapes à faire durant leur séjour congolais. Nous avons déjà pu vous faire une première évaluation des archives vidéo qui se trouvaient ici, qui sont plutôt bien conservées, parfaitement conservées, qui sont parfaitement bien identifiées. Donc on va continuer un peu notre mission, un peu dans ce sens-là, pour voir jusqu'où on peut aller au niveau de ce projet, qui est un projet très riche. Établissement public à caractère industriel et commercial français ayant pour mission principale d'archiver la production audiovisuelle, l'Institut national de l'audiovisuel comprend également un centre de formation et de recherche visant à développer et transmettre le savoir et expertise dans les domaines de l'audiovisuel. Pour rappel, la mission de ces archivistes rentre dans le cadre du programme de modernisation de la radio-télévision nationale initié par le ministre Patrick Mouyaya. Ministre de l'écoute et de la parole, l'homme du changement de narratif tient Mordicus à apporter un vent nouveau à ces médias publics. Qu'est-ce qui reste de la Caisse nationale de péréquation? Son directeur général, Jacques Kokomolongo, plaide pour la modification des dispositions constitutionnelles qui limitent les marges de manœuvre de cette institution de solidarité nationale. Cédric Kenina et Fiston Avingana. Elle est chargée d'assurer la solidarité nationale en luttant contre les disparités en matière de développement entre les entités